4. En 4 millénaires de matériaux canon et Legends confondus, 4 individus appartenant à la même espèce ont été identifiés dans l'ensemble de l'univers Star Wars. Vandar Tokare, sur Dantooine, il y a environ 4200 ans avant la bataille de Yavin. Yoda, mort à 900 ans en l'an 4 après Yavin. Yaddle, assis sur le Conseil Jedi au moment de l'invasion de Naboo. Grogu, retrouvé par un chasseur de primes mandalorien près de 41 ans avant la même bataille. 4 apparitions, espacées de plusieurs millénaires, produites par des équipes créatives différentes, sur des supports différents, un jeu vidéo, 2 films, une série télévisée. Et les 4 occupent, chacun dans son époque, une position d'autorité exceptionnelle au sein de l'Ordre Jedi. Aucun des 4 n'a de nom d'espèce, aucun n'a de monde d'origine confirmé. George Lucas a maintenu ce silence pendant plus de 40 ans depuis la création du personnage en 1980 jusqu'à sa dernière déclaration publique sur le sujet. Et pourtant, à chaque réapparition de cette biologie non identifiée, la fiction lui attribue le même schéma. Une créature minuscule, à la longévité extraordinaire, dont la maîtrise de la force dépasse systématiquement celle de Jedi bien plus grands, bien mieux formés, bien plus documentés. Vandar Tokare siège à la tête du conseil de l'enclave de Dantooine. Yoda le dit lui-même dans l'Empire contre-attaque en 1980, 800 ans qu'il forme des Jedi. Yaddle y occupe un fauteuil dès son plus jeune âge relatif. Et Grogu, avant même d'avoir prononcé un mot, est jugé trop dangereux à laisser sans formation par l'homme chargé de le protéger. Une espèce sans nom, sans origine, sans texture culturelle documentée, mais avec un taux de réussite de 100% sur la question de la puissance dans la force. C'est cette anomalie statistique, construite sur 46 ans de production et 4 époques narratives distinctes, qu'il convient d'examiner. Si l'absence de nom d'espèce vous a déjà interrogé sur la manière dont Lucasfilm gère méthodiquement ce type de silence, une vidéo de cette chaîne retrace un cas comparable, celui d'une espèce entière rayée des archives Jedi elles-mêmes, non par oubli, mais par décision. Le mécanisme qui s'y joue éclaire par contraste celui qui occupe cette enquête. En 1977, dans le premier film, Obi-Wan Kenobi meurt sous le sabre de Vador. Yoda, à ce stade, n'existe pas. C'est 3 ans plus tard, en préparant l'Empire contre-attaque, sorti en 1980, que Lucas doit combler le vide de mentor que cette mort a laissé et invente un personnage capable de reprendre le rôle de guide spirituel sans dupliquer Obi-Wan. Le dessinateur Joe Johnston esquisse une première version du personnage, alors nommé Minch, sous les traits d'un gnome de jardin aux longues oreilles pointues. Ralph McQuarrie produit ensuite ses propres peintures de concept, affinant cette base initiale. Le maquilleur Stuart Freeborn, chargé de sculpter le visage final, écarte ces versions successives et repart de zéro. Freeborn a raconté sa méthode dans un entretien filmé retrouvé par plusieurs archives consacrées au film. Il s'est d'abord regardé dans un miroir, jugeant qu'il y avait quelque chose d'un peu amusant dans son propre visage, avant de sculpter une partie de ses propres traits dans l'argile. Restait à rendre le résultat intelligent. Une photographie d'Albert Einstein, accrochée au mur de l'atelier, a fourni la solution. Les rides autour des yeux du physicien ont été incorporées au masque, de même que la ligne de la lèvre supérieure. Nick Mallet, membre de l'équipe de Freeborn sur le tournage, l'a confirmé sur son propre site, Ciné Secret, décrivant la transformation progressive du personnage, d'une silhouette filiforme et insectoïde dans les premières esquisses, jusqu'au vieux sage ridé que le tournage a finalement immortalisé. Frank Oz, chargé d'animer la marionnette, exige en dernier lieu que le personnage n'ait pas de mâchoire fixée, pour gagner en liberté d'expression. Ce qui donne à Yoda ce menton absent, cette peau qui pend sous les joues. Lucas, de son côté, n'a jamais prétendu détenir une explication cachée. Dans un entretien accordé à Hayden Christensen en 2005, dans le cadre de la promotion de la revanche des Sith, il a formulé les choses sans détour. Il n'a jamais vraiment déterminé d'où venait Yoda, ni comment s'appelait son espèce. Il l'a délibérément conçu comme un personnage mystère, un personnage magique, sans passé, qui entre dans le récit et en ressort sans laisser de traces explicables. Sur le DVD de l'Attaque des clones sorti en 2002, dans le mini-documentaire From Puppets to Pixels, consacré à la fabrication des marionnettes de la prélogie, Lucas plaisante
en affirmant que Yoda serait l'enfant illégitime de Kermit la Grenouille et Miss Piggy, deux personnages également interprétés par Frank Oz. La blague, répétée depuis, ne constitue pas une réponse. Elle en est le refus assumé. Ce refus a eu des conséquences concrètes sur la production éditoriale. Avant même la création de Yaddle pour La Menace Fantôme en 1999, Lucasfilm avait activement dissuadé ses partenaires sous licence d'explorer l'espèce de Yoda, refusant même de confirmer qu'un peuple entier de créatures semblables existait quelque part dans la galaxie. Des lignes de dialogue tournées pour la revanche des Sith, coupées au montage, désignaient simplement la créature comme appartenant à l'espèce de Yoda, formule qui allait devenir, faute de mieux, le nom officieux et permanent de ce peuple. Et lorsque l'éditeur Topps prépare, pour sa série Star Wars Galaxy Series 2 de 1994, une carte promotionnelle intitulée Yoda's World, illustrée par John Rome et montrant un groupe de créatures de la même espèce en train de prier devant la statue géante de l'un des leurs, Lucasfilm ordonne le retrait et la destruction de l'ensemble du tirage avant toute distribution commerciale. Quelques exemplaires survivront malgré tout à l'ordre de destruction. Topps en proposera même une réédition assumée en 2009, mais la décision initiale reste sans ambiguïté. Un peuple entier, une religion, une iconographie, condamnés avant diffusion pour préserver une absence. En 1980, sur les marais de Dagobah, Yoda teste un jeune homme venu du désert de Tatooine. Luke Skywalker regarde autour de lui, sceptique, cherchant le grand Jedi que lui a promis Obi-Wan. Il ne voit qu'une petite créature verte, à peine plus haute qu'un enfant, qui trébuche sur ses propres oreilles. Yoda laisse le silence s'installer, puis répond directement à ce que Luke n'a pas osé dire à voix haute. Il pose la question du jugement porté sur sa taille, avant de la retourner contre celui qui la formule. Il parle alors de la force comme d'une énergie qui entoure toute chose vivante, qui la relie, qui la fait grandir. Il désigne son propre corps comme une matière grossière, secondaire, presque accessoire par rapport à ce que les êtres sont véritablement, des formes de lumière. La caméra reste sur son visage ridé, sur ses mains à 3 doigts qui tremblent légèrement en s'appuyant sur le bâton. Rien dans le cadre ne suggère la puissance. Tout, dans la voix, l'affirme. 23 ans après la sortie de ce film, en 2003, le studio BioWare publie Star Wars Knights of the Old Republic. Le joueur y rencontre Vandar Tokar, maître à la tête du conseil de l'enclave Jedi de Dantooine, membre de la même espèce que Yoda, actif entre environ 4225 et 3952 avant la bataille de Yavin, selon la chronologie établie par le jeu et ses suites. Vandar maîtrise la variante Jarkai de la forme Ataru, combat avec 2 sabres courts, manie la télékinésie jusqu'à faire léviter ses propres armes et possède des pouvoirs de suppression de la force rares chez les Jedi de son époque. C'est lui qui, après la chute de Revan et Malak dans la guerre civile Jedi, insiste pour que l'ancien seigneur noir, amnésique, reçoive une seconde formation, décision contestée par le reste du conseil, en particulier par le maître Vrook Lamar. Vandar a gain de cause. Cette décision individuelle, prise par un membre unique et minoritaire d'une espèce jamais nommée, aboutit à la rédemption de Revan et à la fin de la guerre civile Jedi. Ce matériau appartient au Canon Legends, retiré de la continuité officielle en 2014, mais il documente, indépendamment de toute directive de George Lucas, la même association que le cinéma avait établie 23 ans plus tôt. En 1999, dans La Menace Fantôme, une créature verte et âgée siège sur le Conseil Jedi, en retrait, silencieuse. Elle n'a aucune ligne de dialogue. Le générique de fin lui donne pourtant un nom, Yaddle. Le concept artiste Ian McCaig avait initialement dessiné ce visage comme une esquisse pour une version jeune de Yoda. Le design a finalement été réutilisé pour créer un second membre visible de l'espèce, féminin cette fois. Pendant plus de 20 ans, Yaddle demeure une énigme secondaire du canon. Un visage sans histoire, disparu du conseil dès Attack of the Clones sans explication à l'écran, la production ayant simplement remplacé la marionnette par celle d'un nouveau personnage, Shakti, pour suggérer le passage du temps entre les 2 films. Puis, le 26 octobre 2022, Disney+ diffuse Star Wars Tales of the Jedi,
série d'anthologie en 6 épisodes supervisée par Dave Filoni. Le 4e épisode, intitulé The Sith Lord, dure 17 minutes et se déroule en 32 avant Yavin, en parallèle des événements de la menace fantôme. Yaddle, doublée par Bryce Dallas Howard, y devient méfiante à l'égard de Dooku. Elle le suit en secret et le surprend en pleine confrontation avec son nouveau maître, Darth Sidious, peu après la mort de Qui-Gon Jinn face à Darth Maul. Sidious ordonne à Dooku de tuer Yaddle pour sceller son allégeance au côté obscur. Elle tente de le raisonner, insiste sur le fait qu'il reste, quelque part, du bien en lui. Dooku la tue au sabre laser. Une créature membre d'une espèce jamais nommée, siégeant au Conseil Jedi depuis des décennies sans que la fiction juge nécessaire de développer son histoire, se révèle ainsi, 23 ans après sa première apparition muette, comme l'un des rares témoins directs du basculement de Dooku vers les Sith, et la dernière personne à tenter de le sauver. En 2019, sur Disney+, la série The Mandalorian présente une créature de 50 ans, minuscule, aux grandes oreilles, capable d'utiliser la force pour immobiliser un Mudhorn, une bête de plusieurs fois sa taille, dès le 2e épisode diffusé cette année-là. Le personnage, surnommé Baby Yoda par le public, avant même que Lucasfilm ne confirme son appartenance à la même espèce, ne reçoit un nom qu'un an plus tard, dans l'épisode Chapter 13, The Jedi, 5e épisode de la 2e saison, écrit et réalisé par Dave Filoni, diffusé le 27 novembre 2020. C'est Ahsoka Tano qui révèle ce nom à Din Djarin, Grogu. Quelques jours plus tard, dans Chapter 14, The Tragedy, 6e épisode de la même saison, Din Djarin lui-même reconnaît, en tentant de confier l'enfant à un temple Jedi sur Tython, que Grogu est trop puissant pour qu'il puisse le former. Un aveu prononcé sans qu'aucune donnée biographique, aucune formation, aucun test n'ait jamais été présenté au spectateur pour le justifier. Le jugement précède la preuve. C'est précisément ce que l'espèce entière semble produire à chaque apparition. Une reconnaissance immédiate de puissance, indépendante de tout parcours démontré. Il existerait une objection facile à cette lecture. En 2002, dans L'Attaque des clones, Anakin Skywalker, cherchant à faire l'éloge de son maître devant le Conseil, qualifie Obi-Wan Kenobi d'aussi sage que Maître Yoda et aussi puissant que Maître Windu. La formulation distingue les deux qualités. La sagesse revient à Yoda, la puissance à Mace Windu. 3 ans plus tard, dans La Revanche des Sith, Windu affronte Palpatine dans son bureau du Sénat et prend l'avantage sur lui, avant qu'Anakin n'intervienne pour trancher sa main et permettre à Sidious de l'électrocuter par la fenêtre. Yoda, dans la même scène temporelle, affronte le même Sidious dans la chambre du Sénat galactique et doit fuir sans avoir porté le moindre coup décisif, s'enfonçant dans les égouts de Coruscant avant de rejoindre l'exil sur Dagobah. Sur le strict plan du duel, Windu semble donc l'avoir emporté, là où Yoda a échoué. Cette scission mérite d'être posée avec précision parce qu'elle sépare deux définitions de la puissance que la fiction elle-même ne confond jamais complètement. La première est tactique, la vitesse de l'âme, la précision du geste, la capacité à neutraliser un adversaire en combat rapproché. La seconde relève d'un registre différent, que Yoda lui-même formule dès 1980 sur Dagobah. La profondeur du lien avec la force elle-même, indépendante de la performance martiale. Le combat contre Sidious dans La Revanche des Sith n'oppose pas deux niveaux de maîtrise de la force. Il oppose une philosophie de défense, celle que Yoda professe explicitement, celle d'un Jedi qui n'utilise jamais la force pour l'attaque, à une philosophie d'anéantissement délibéré. Yoda ne perd pas ce duel par déficit de puissance. Il refuse de le gagner selon les termes que Sidious a fixés. C'est là que le canon introduit un second registre de puissance, presque invisible tant qu'on cherche la trace d'un sabre laser. À la toute fin de La Revanche des Sith, en 2005, Yoda entend, alors qu'il médite en exil sur Dagobah, la voix de Qui-Gon Jinn, mort 13 ans plus tôt sur Naboo. Le film ne développe pas la scène davantage. Ce n'est qu'en 2014, dans les 4 derniers épisodes de la 6e saison de The Clone Wars, The Lost One, Voices, Destiny et Sacrifice, que le mécanisme est expliqué. Le Conseil Jedi juge d'abord impossible qu'un Jedi conserve son identité après la mort et redoute une corruption par le côté obscur.
Yoda part néanmoins suivre la voie jusqu'à un monde reculé, où 5 entités, appelées les prêtresses de la Force, le soumettent à une série d'épreuves jusque sur Moraband, le monde natal des Sith. Ces épreuves ne lui enseignent pas la technique elle-même. Elles établissent s'il est digne d'être formé ensuite, directement par Qui-Gon Jinn, qui a découvert seul, avant sa propre mort, la voie permettant à un individu de conserver sa conscience en se fondant dans le côté lumineux de la Force plutôt qu'en s'y dissolvant. Yoda en devient le second dépositaire, et le seul, dans l'ensemble du canon cinématographique, à réapparaître de manière récurrente comme esprit de la Force à travers 3 films distincts jusqu'au Retour du Jedi en 1983. Aucune source canonique n'explique cette capacité par la biologie de l'espèce elle-même. C'est là précisément que réside l'anomalie sous l'anomalie. Rien, dans aucun texte de référence, aucun entretien, aucun document de production accessible, ne stipule que les membres de cette espèce naissent avec un avantage physiologique dans la Force. Et pourtant, chaque fois qu'une équipe créative différente, BioWare en 2003, Filoni et son équipe en 2020, Filoni de nouveau en 2022, a eu besoin d'incarner un individu à la connexion exceptionnelle avec la Force, sans avoir reçu pour instruction explicite de réutiliser cette biologie précise, c'est vers cette même silhouette minuscule, ridée, à 3 doigts, qu'elle est retournée. Vandar Tokare meurt en 3952 avant Yavin, selon le canon Legends, sur la planète Katar, aux côtés de plusieurs survivants du premier nettoyage Jedi. Le seigneur Sith Darth Nihilus, cherchant à se nourrir de la Force elle-même, draine la vie de la planète entière. Vandar disparaît avec elle, absorbé, sans reste, sans conscience préservée. Aucun fantôme de la Force ne lui succède. Le contraste avec Yoda serait, à première vue, embarrassant pour la thèse d'une puissance uniforme au sein de l'espèce, si l'on oubliait un détail chronologique simple. La technique que Qui-Gon Jinn découvre seul, quelque part avant 32 avant Yavin, n'existe pas encore à l'époque de Vandar Tokare, qui meurt plus de 3900 ans plus tôt. Ce n'est donc pas que Vandar en fut incapable, c'est que la voie elle-même n'avait pas encore été tracée par quiconque, dans aucun ordre Jedi, à aucune époque antérieure documentée. L'exception ne contredit pas la règle, elle en confirme la chronologie. Le cas de Yaddle demeure, en 2026, une zone d'incertitude assumée. Rien dans Tales of the Jedi ne confirme ni n'infirme si sa conscience a survécu à la mort infligée par Dooku en 32 avant Yavin. Aucune apparition postérieure, aucun fantôme de la Force portant son visage n'a été montré à l'écran. Ce silence n'est pas nécessairement une absence de capacité. Il peut tout aussi bien s'agir d'une simple ellipse narrative, la série ayant choisi de clore son arc sur la mort elle-même plutôt que sur ses suites métaphysiques. Ce point reste, à ce jour, non tranché par le canon, et il serait malhonnête de le présenter comme une certitude dans un sens ou dans l'autre. Reste Grogu, dont le cas inverse la logique habituelle. Là où Yoda, Yaddle et Vandar sont d'abord jugés par leurs actes avant que leur puissance ne soit reconnue, Grogu est jugé puissant avant d'avoir rien démontré qui le justifie à l'écran. Un Mudhorn immobilisé, un levier d'acier dévissé par jeu, un champ de force personnel qui repousse Din Djarin lui-même sur le temple de Tython. Aucune formation, aucun historique de combat, aucune preuve cumulative. Seulement une reconnaissance instantanée, répétée par tous ceux qui le croisent, Jedi ou non. La puissance ne se construit pas sous les yeux du spectateur. Elle est présupposée, comme un trait constitutif de l'espèce elle-même, non pas prouvé, mais reconnu. Ce que ces 4 cas, mis bout à bout, esquissent, n'est donc pas une biologie, c'est un vocabulaire narratif. Depuis 1980, Star Wars a besoin, à intervalles réguliers, d'incarner une idée précise, que la profondeur d'une connexion à la Force est inversement proportionnelle à la stature physique et à l'ego du personnage qui la porte. Yoda l'énonce lui-même sur Dagobah. Juger par la taille est une erreur, et cette erreur en dit plus long sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. Chaque fois que la franchise a eu besoin de rendre cette idée visible, littéralement incarnée dans un corps, elle est retournée vers la même silhouette, sans jamais avoir besoin de se concerter d'une équipe à l'autre, d'une décennie à l'autre. L'espèce n'a pas de nom parce qu'elle n'a jamais eu besoin d'en avoir un. Elle n'est pas un peuple.
Elle est une réponse visuelle à une question philosophique que le récit se pose et se repose indéfiniment, sans jamais vouloir la refermer par une explication biologique qui la réduirait à un simple trait d'espèce parmi d'autres. 4 individus. Près de 4000 ans d'écart entre le premier et le dernier. Un jeu vidéo de 2003, un film de 1999, une série de 2022, une autre de 2019. Aucun scénario commun, aucune bible biologique partagée entre les équipes qui les ont créées. Seulement la même intuition, revenue frapper à la même porte à chaque génération de créateurs. Le silence que George Lucas a imposé en 1980 et que Lucasfilm a défendu depuis, jusqu'à pilonner des cartes à collectionner plutôt que de le rompre, n'a jamais été une négligence. Il n'a jamais eu besoin d'être expliqué parce qu'il n'a jamais été une question biologique. Il a toujours été une question de forme narrative, et une forme n'a pas besoin de nom pour continuer d'être reconnue, 4 fois, sur 4 supports, à 4 moments distincts d'une même galaxie qui, jusqu'ici, a toujours refusé de la nommer.